Vous m'avez demandé de venir un petit mot, de venir pour dire un petit mot d'accueil. On est au conseil d'administration d'OpenSea ensemble. Et donc ça nous a fait un petit peu le lien pour nous connaître. Je vois ici des personnes. Donc déjà vous saluer de la part de la région. Et puis le but de mon intervention, qui va être très courte, c'est de vous saluer, d'espérer de nous assurer que vous passez un bon salon Energaia. Mais vu le succès cette année, quand on voit les parkings et quand on voit le monde dans les allées, ou si on veut aller vite, ce n'est plus possible. Il y a beaucoup de monde, mais ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, oui, mais je pense que la prise de conscience, elle était déjà là. C'est qu'il y a une mise en œuvre, surtout, de toutes ces énergies renouvelables et les énergies marines renouvelables qui nous occupent plus particulièrement, sous toutes leurs formes. D'ailleurs, hier, vous aviez fait un exposé remarquable à ce sujet, parce qu'il n'y a pas que l'éolien en mer, il n'y a pas que l'éolien flottant en mer, il y a aussi toutes les autres, et qu'on voit à l'échelle de la planète que toutes méritent d'être étudiées. Et là où la FEM, parce qu'on m'a dit sur ma note de dire du bien de vous, je plaisante, non, c'est une boutade, j'aime bien plaisanter, mais au moins ça vous a fait réagir à l'heure de la sieste, ça peut être utile. C'est dire surtout l'utilité, là je suis très sérieux, c'est dire toute l'utilité que nous avons de vous avoir à côté, en tant que politique, en tant que décideur, avec l'État, avec la région, avec à toute échelle de collectivité. On a besoin de retours, on a besoin d'études, on a besoin d'aller sur l'innovation, et pour avoir ces investissements qui réussissent, qui remplissent pleinement leurs objectifs de contenu local, de garder au moins sur le sol européen, et puis de se concerter entre ports. Enfin, hier, on a eu des témoignages, des tables rondes tout à fait intéressantes à ce sujet, et de choisir les technologies. Et pour choisir les bonnes technologies, vous êtes là, vous coordonnez. Je sais que vous avez une mission jusqu'en 2024. On espère que vous serez reconduit, parce qu'on a plus que jamais besoin d'avoir ces informations, parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Et donc je vais conclure là-dessus. J'espère que ce salon vous apportera tout ce que ça faut en termes tout ce qu'il faut en termes de dynamique, en termes d'énergie, sans jeu de mots, pour qu'enfin on puisse actionner tous les leviers nécessaires, et puis finaliser, parce que là on est dans une période où on imagine beaucoup de choses, on investit sur de la recherche et développement, mais on a aussi besoin d'ancrer des choses, par exemple sur les sites de grands essais, etc., avec OpenSea ou d'autres, et de transformer l'essai. Mais ça, je le laisse à Didier Codorniou, c'est lui qui utilise la maxime. Donc pour l'instant, je ne l'utilise pas. C'est une référence rugbystique, parce que je vois des gens avec les yeux hagards. Voilà. J'étais juste venu vous saluer. Excellente après-midi à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, monsieur le conseiller régional, de vos mots d'accueil. Et merci de votre accueil sur ce salon. Alors, je vais vous parler en quelques mots, et je vous promets que je vais être bref, de France Énergie Marine. Alors France Énergie Marine, c'est quoi? Et historiquement, ça vient d'où? Alors vous savez, toutes ces initiatives, qu'il s'agisse des instituts pour la transition énergétique, qu'il s'agisse des instituts de recherche technologique, on en connaît quelques-uns aussi dans la région, ça a été créé dans le cadre de ce qu'on a appelé le grand emprunt, au tout début des années 2010. De ce grand emprunt, donc un certain nombre de candidatures sont sorties, un certain nombre d'organisations, d'entités ont été créés, à peu près une quinzaine entre les instituts de recherche technologique et les instituts pour la transition énergétique, qui ont changé de nom au passage. Pour ce qui concerne France Énergie Marine, donc la gestation a véritablement commencé en 2011-2012. La création, ça a été 2012. La labellisation, au fil d'un périple qui a été assez long, ça date de 2019, donc la labellisation de plein exercice comme institut pour la transition énergétique. En quelques chiffres, c'est plus de 70 projets qui ont été conduits dans les 10 dernières années. C'est une centaine de millions d'euros de R&D cumulés, donc, qui ont été opérés. Et pour faire tout cela, l'équipe est passée d'une vingtaine de personnes il y a encore 3 à 4 ans à 85 personnes aujourd'hui, et d'un budget opéré donc de 3 à 4 millions en 2020, 2021,
on est passé aujourd'hui à une dizaine de millions d'euros. Donc voilà un petit peu les chiffres, les grands indicateurs. Alors France Énergie Marine, c'est un siège social qui est à Brest, en fait tout près de Brest. Et c'est aussi 3 antennes, donc l'une qui est située à Nantes, une autre à Marseille et enfin une dernière qui est située au Havre. Alors, voilà. Alors, comment France Énergie Marine, ça fait quoi? Alors, Herveline va vous en parler de manière plus détaillée, bien que concise, que moi. Donc, vous voyez, on s'appuie sur un certain nombre de partenaires. Et ces partenaires appartiennent à différentes sphères, en l'occurrence à différents cadrans sur cette représentation, à savoir le monde académique, le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie, les collectivités qui constituent donc des partenaires extrêmement importantants, et puis les pôles de compétitivité, donc qui eux datent d'un peu plus longtemps, datent de 2005, et qui sont des fédérateurs, des animateurs des filières qu'ils représentent. Le rôle de France Énergie Marine, tel qu'elle l'exerce aujourd'hui, c'est véritablement de fédérer des acteurs autour de causes communes, autour d'enjeux communs, autour d'objectifs. C'est mutualiser, donc mutualiser les forces, et en particulier être en mesure d'aller chercher les expertises au meilleur niveau dans le monde académique, par exemple, mais aussi dans le monde de l'entreprise, pour les mettre en commun au service d'enjeux qui ont été identifiés, qui ont été rapportés, en particulier par la filière. Il peut aussi s'agir de faire du bottom-up, c'est-à-dire de détecter à l'intérieur des laboratoires, à l'intérieur des instituts de recherche, des innovations en germe qui pourraient avoir un très très gros intérêt pour la filière, et à partir de ce moment-là, de susciter des partenariats, de susciter du projet pour pouvoir in fine innover et créer de l'économie, parce que c'est aussi le but, de la compétitivité et de l'économie. Enfin, l'animation donc de l'ensemble de la chaîne de la valeur, depuis la recherche exploratoire jusqu'à l'application de cette recherche et la transcription en économie de cette recherche, eh bien c'est dans ce continuum que France Énergie Marine s'inscrit. Pour faire ça, on a besoin de quoi? On a besoin de compétences, comme tout le monde, en interne, et on a besoin de partenaires. France Énergie Marine peut se caractériser, se dépeindre comme une organisation très pluridisciplinaire. On a à peu près 95% de l'effectif, donc je vous dis aujourd'hui on est sur un effectif d'à peu près 85 personnes, mais qui est encore en croissance. 95% de cet effectif qui est dédié à la R&D et beaucoup à la recherche. 50% de l'ensemble de l'effectif, eh bien, ce sont des gens qui sont titulaires de doctorats, donc dans des domaines aussi variés et complémentaires que l'océanographie physique, l'hydrodynamique, la mécanique des structures, la biologie naturellement, l'instrumentation, très important l'instrumentation, la capacité aussi à gérer des campagnes sur site, des campagnes en mer, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose que l'on apporte. Naturellement, quand on va faire de l'instrumentation, on va faire de la mesure. De ces mesures, on va traiter des données, et de ces données, on va essayer d'en tirer des modèles nous permettant ensuite de faire des simulations et de faire des prévisions. Pour ça, on a besoin aussi de mathématiciens et de personnes qui connaissent bien le traitement du signal, connaissent bien l'informatique. Les biologistes, c'est une communauté qui est très importante chez nous aussi, donc les biologistes du benthique, des fonds marins, les biologistes de la faune, qu'il s'agisse de l'aquafaune, de la mégafaune ou bien de l'avifaune. On a besoin de sociologues à une époque où, dans le domaine de la transition, le domaine très large de la transition énergétique, le débat social et la capacité à se reposer sur des informations qui ne sont pas discutables en tant que telles, c'est-à-dire sur des réalités, sur des faits, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc la sociologie, cette coloration sociologique est quelque chose de tout à fait important et qui est appelé par nos partenaires. Tout ça,
ça repose ou ça se décline sur un certain nombre de partitions, un certain nombre de piliers dont va vous parler Herveline, et ces piliers donc correspondent à ces enjeux qui ont été identifiés par la filière pour son développement. Voilà. Merci de votre attention. Merci Ronan. Moi, je vais vous présenter très rapidement les grosses thématiques sur lesquelles on travaille chez France Énergie Marine, qui sont réparties en fait sur 4 programmes de R&D inscrits dans une feuille de route scientifique et technologique. Donc, le premier programme, qui est dirigé par Florent, dont une des thématiques fera l'objet de la table ronde qui va suivre, c'est la caractérisation des sites. Alors, on n'est pas un bureau d'études, on est vraiment en amont. Donc, nous, l'objet, c'est d'apporter des moyens pour caractériser de plus en plus finement les paramètres en mer, là où on va aller installer des parcs. Donc évidemment, il s'agit de bien connaître le vent, de bien connaître les conditions météo-océaniques et dans tous les états de mer possibles. Donc il y a des outils qu'on développe pour caractériser de plus en plus finement et évidemment des modèles numériques qui permettent ensuite de générer des jeux de données et qui seront utiles ensuite pour la filière pour estimer typiquement les productibles, les conditions de mer qui vont affecter les conceptions des technologies. Un volet aussi qu'on développe dans ce programme et qui est assez récent, c'est l'impact du changement climatique sur ces conditions-là, parce que les parcs vont fonctionner pendant 25, 30, 40 ans et que c'est hyper important de bien connaître les conditions dans lesquelles tout ça va évoluer. Le deuxième programme, ça concerne plutôt les technologies, dimensionnement et suivi des systèmes. Donc là, on va plutôt travailler sur la caractérisation en fait, du comportement des sous-systèmes et ensuite intégrer ça dans les systèmes complets. Beaucoup sur l'éolien flottant en ce moment, parce qu'il y a des gros enjeux sur les ancrages, les câbles dynamiques, les flotteurs, et que c'est important de bien caractériser pour ensuite bien modéliser et aller vers des standards utiles à la filière pour concevoir dans les différentes conditions de sites sur lesquels ils vont être installés. Dans ce programme-là, il y a aussi un gros enjeu de suivi en service et de développement de solutions pour monitorer l'ensemble et être capable d'avoir des jumeaux numériques représentatifs pour limiter par la suite les opérations de maintenance en mer. Un programme qui est assez proche de ce programme de dimensionnement, c'est l'optimisation des parcs. Là, on vise vraiment à travailler sur l'architecture, comment on va finalement installer les machines, comment elles vont s'influencer. L'intégration aussi au réseau avec le couplage à d'autres solutions pour transporter l'énergie. Et puis, un volet qui va devenir de plus en plus prégnant, c'est la partie opération et maintenance, puisqu'on va installer des machines qui vont être dans des conditions de mer de plus en plus difficiles, loin de la côte. Et donc, il y a pas mal de choses à imaginer pour réduire finalement derrière les coûts d'opération-maintenance. Et enfin, un programme assez majeur pour ces nouveaux systèmes en mer, c'est l'intégration environnementale et sociétale. Donc là, on va étudier les effets des compartiments sur l'écosystème, donc l'ensemble de l'écosystème tel que l'a décrit Ronan tout à l'heure. Et puis, on va regarder aussi les changements d'échelle par les approches écosystémiques et socio-écosystémiques. Donc là, c'est comment comment un parc, 2 parcs, 3 parcs vont influencer l'écosystème à l'échelle d'une zone ou d'une façade. Et puis évidemment, il y a toute une boîte à outils pour améliorer l'intégration environnementale et sociétale, et ça fait partie des sujets qu'on développe. Nos objectifs, c'est vraiment d'être très proche de la filière dans un gros enjeu qui est le dérisquage. Donc tous ces programmes servent finalement à donner des réponses pour différents aspects de la viabilité environnementale. J'ai parlé de l'approche socio-écosystémique. On a un gros projet qui porte ça, qui s'appelle le projet Nestor, qui devrait permettre d'ici 1 an et demi d'avoir des modèles représentatifs de l'évolution de l'écosystème dans le temps et dans l'espace
pour les façades maritimes françaises sur lesquelles on envisage d'installer jusqu'à 45 gigawatts à horizon 2050. Ça, l'idée derrière, c'est aussi d'objectiver les décisions par des données qui ont été fiabilisées et des modèles numériques qui permettent d'avoir des réponses aux différentes questions qui se posent. La viabilité socio-économique, j'en parlais typiquement dans la partie estimation des ressources, estimation des états de mer. Donc là, on a un projet qui vient de se terminer qui s'appelle d'Impact, qui avait pour objectif d'évaluer l'impact des vagues déferlantes sur l'éolien flottant et qui a abouti vers une méthode standardisée pour tenir compte de ce type de phénomène dans les moyens de conception de l'éolien flottant. Et enfin, la viabilité technologique avec la caractérisation des ancrages, des câbles dynamiques. Et là aussi, un projet qui vient de se terminer, qui porte sur la caractérisation à différentes échelles de lignes d'ancrage synthétiques. Et là, on a pu travailler depuis l'échelle laboratoire jusqu'à des tests en mer par des moyens représentatifs de ce que fera un flotteur sur sa ligne d'ancrage. Et on a encore des tests qui sont en cours en Méditerranée sur une bouée qui permet de récolter de la donnée sur des périodes longues.